Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Monaco Info. Voici les titres que nous avons choisis ce samedi 2 novembre. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle américaine, les premiers résultats tomberont à partir de mardi, État par État. Pour connaître les derniers détails à 3 jours de ce scrutin historique et très serré entre les candidats démocrates et républicains, nous rejoindrons notre correspondante permanente à New York, Alexandra Pani. Nous ouvrirons ensuite une large page de sport. Après les résultats d'hier en foot et en basket, nous recevrons un coureur monégasque au talent retentissant. Marathon, cross, triathlon et maintenant le trail, il sait tout faire et s'empare de toutes les médailles. Oscar Simonsen sera notre invité et nous parlera de ses dernières performances. Après ça, nous prendrons la direction de Paris où se déroule jusqu'à demain le Salon du chocolat. C'est là que de nombreux chefs pâtissiers, confiseurs et producteurs se rassemblent pour exposer leurs plus belles créations et faire saliver les gourmands. Parmi eux, il y a la meilleure chef pâtissière au monde, Nina Métayer, et elle nous fera l'honneur, elle aussi, d'être notre invitée dans quelques instants. Et puis à la fin de ce journal, nous reviendrons sur la foire attraction qui a investi le port Hercule et attire toujours autant de visiteurs. Ce sera le Focus Info de ce samedi. Et on ouvre ce journal avec la chronique américaine de notre correspondante permanente à New York. Cette semaine, le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis avec la tant attendue et redoutée élection présidentielle qui se tiendra ce mardi 5 novembre. Pour connaître les toutes dernières informations à 3 jours du scrutin, on fait le point avec vous, Alexandra Pani. Comment passer à côté de cette bataille acharnée entre les camps démocrates et républicains? On l'annonce déjà comme l'élection la plus serrée de l'histoire des États-Unis et cela se confirme encore à 3 jours des votes. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. Les partis se concentrent donc sur les fameux swing states pour récupérer un maximum de votes dans cette dernière ligne droite. Et ces dernières journées, les candidats les consacrent avant tout à des meetings. Oui, pas le temps de se relâcher, les grands meetings se succèdent et l'un en particulier a fait parler de lui. Il s'agit de celui de Donald Trump dimanche dernier au Madison Square Garden. Près de 20 000 personnes ont rempli le célèbre stade new-yorkais et le même nombre s'était massé tout autour pour le suivre sur les écrans géants. Un rendez-vous qualifié de camouflé de déloyance et de propos racistes par le New York Times et d'autres grands médias américains. Suite notamment à une blague de l'humoriste Tony Hinchcliffe, invité à la tribune, qui a comparé l'île de Porto Rico à une île de déchets. Trump a pour sa part qualifié son meeting de Love Fest, festival de l'amour. Il était entouré de son vice-président J.D. Vance, mais aussi de figures du Parti républicain, comme l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ou encore Elon Musk. Kamala Harris enchaîne, elle aussi, les rassemblements et s'est même offert la fameuse sphère de Las Vegas pour diffuser son spot de campagne. Elle est la première politicienne à l'utiliser de la sorte. Alors à l'approche de ce scrutin, tout se joue sur les meetings, mais aussi sur les programmes des deux candidats. Pour bien comprendre les enjeux, quelles sont les grandes lignes à retenir, Alexandra ? Oui, je vous propose de revenir rapidement sur les positions des deux candidats dans cette campagne. Et commençons avec les questions relatives à l'économie. Kamala Harris, qui se revendique candidate des classes moyennes, propose un crédit d'impôt à la naissance, une aide à l'accession à la propriété immobilière et un coup de pouce à la création d'entreprises. L'actuelle vice-présidente a repris certains engagements de Joe Biden sur la taxation des grandes fortunes, tout en les tempérant. Elle veut taxer à 28% les plus-values à long terme pour les ménages gagnant plus d'1 million de dollars par an, un taux plus élevé qu'actuellement, mais que le président prévoyait de fixer à 39,6%. Donald Trump envisage, lui, des droits de douane de plus de 10% sur toutes les importations, des recettes qui permettraient, selon lui, de réduire les impôts. Il s'est aussi engagé à faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies et a confié au milliardaire Elon Musk la responsabilité d'un large audit de l'administration américaine. Sur le sujet de l'immigration, le sujet le plus sensible de ces élections, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance clament depuis le début de la campagne les lacunes dans ce domaine de l'administration Biden et qu'il saura lui reprendre les choses en main et rendre l'Amérique plus sûre, un refrain sempiternel adopté par leur parti. Il a promis de lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants dès le premier jour de son mandat. Donald Trump assure également qu'il révoquera le droit du sol pour les enfants nés de migrants en situation irrégulière. Chez Harris, on assure qu'elle aura une politique de fermeté et qu'il y aura des conséquences pour les personnes entrant sur le territoire de manière irrégulière. Et on prévoit aussi d'investir dans des barrières physiques à la frontière avec le Mexique.
Pour la question du droit à l'avortement, les avis des deux candidats sont bien départagés à ce niveau-là. Et la candidate démocrate a même été aux avant-postes de la mobilisation et a fait des droits reproductifs son combat phare. On rappelle que Donald Trump a mis fin à la garantie constitutionnelle du droit à l'avortement et c'est suite à cette décision que de nombreux États du Sud ont interdit ou très sévèrement restreint les interruptions volontaires de grossesse. Et finalement, concernant les questions environnementales, c'est là le grand vide de cette campagne. La démocrate n'a pas réellement pris de position ou annoncé de mesures à ce sujet. Elle a même plutôt fait marche arrière sur plusieurs mesures, comme par exemple l'interdiction des pailles en plastique ou l'interdiction du fracking, très critiqué pourtant par les experts environnementaux. Dans l'autre camp, l'on connaît déjà le peu de considération sur ce sujet de la part de Donald Trump. Rappelons que c'est lui qui avait sorti les États-Unis de l'accord de Paris. Il a promis à ses électeurs de continuer le forage pour trouver toujours plus de pétrole. Côté agenda, on le rappelle, les Américains voteront donc ce mardi, mais on sait que les résultats tomberont au compte-gouttes en fonction des États. Concrètement, quand est-ce qu'on aura les résultats définitifs ? Certains Américains ont même déjà voté. Oui, encore une spécificité des élections américaines. Plusieurs États, pour éviter une trop forte affluence sur une seule journée, permettent à leurs habitants de voter en personne par anticipation. Certains ont donc pu voter depuis le 20 septembre. Plus de 240 millions d'Américains sont appelés à voter et en moyenne, 162 millions se rendent réellement aux urnes. Et si le jour de l'élection est bien le 5 novembre, les résultats pourront se faire attendre jusqu'à plusieurs jours, comme cela avait déjà été le cas en 2020. Mais je vous propose de nous retrouver tout de même au lendemain des votes pour faire un premier bilan. Et le rendez-vous est pris, on vous retrouve très bientôt Alexandra. Merci à vous pour ces tout derniers détails. Ouvrons une page sport à présent avec les résultats du vendredi qui ne sont malheureusement pas ceux espérés. En football d'abord, l'AS Monaco s'est incliné 0-1 face à Angers hier soir au stade Louis II en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Nos Monégasques n'ont pas lâché le morceau mais ce sont bien les Angevins qui ont fini par l'emporter à un but près. L'AS Monaco conserve toutefois sa deuxième position au classement malgré un deuxième match de rang perdu. Et puis en basket, c'était pas la fête non plus pour l'ASM qui a flanché 63-62 sur le parquet du Kaunas en Lituanie ce vendredi pour la 7e journée d'Euroleague. C'est sa 3e défaite de la saison malgré une victoire il y a 2 jours chez le Partizan Belgrade. Mais le bilan reste positif pour les Monégasques qui trônent désormais à la 9e place du classement de la Coupe d'Europe. Des nouvelles du Grand Prix du Brésil. Cet après-midi avait lieu la course sprint sur l'autodrome de Sao Paulo. Charles Leclerc l'a terminé 4e au volant de sa Ferrari. En tête, c'est finalement le Britannique Lando Norris qui s'est imposé en McLaren. Place maintenant aux qualifications qui viennent tout juste de démarrer. Et puis le départ du Grand Prix sera quant à lui donné demain dimanche à 18h. C'est un sportif monégasque dont les performances exceptionnelles en font rêver plus d'un. À seulement 23 ans, Oscar Simonsen est déjà un coureur aguerri, adepte de marathon, de cross, de triathlon et maintenant de trail, la course sur sentier, en pleine nature. Et il est ce soir notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors je le disais, on ne compte plus les courses auxquelles vous avez participé dans toutes ces disciplines. Vous avez goûté à tout et les avez remportées haut la main avec des temps impressionnants. Mais maintenant, vous vous êtes tourné plutôt vers le trail avec ces 3 courses récentes, notamment dans la région. De quelle course s'agissait-il ? Effectivement, je suis passionné par ce sport, le trail. On court dans des espaces naturels. J'ai remporté la première course, c'était une course de 23 km, le trail de Fayence. Puis j'ai remporté également la deuxième course, le Grand Raid de Camargue, où c'était des conditions un peu plus difficiles. On courait dans le sable et dans des conditions venteuses. Et le dernier, c'était aussi des conditions particulièrement difficiles. Au Trail des Colombes, à Carcassonne, il y avait énormément de boue et des terrains très techniques, glissants. Et donc c'était vraiment un grand challenge et j'ai fini 2e dans ce dernier événement. Lors d'une précédente interview sur Monaco Info, vous nous disiez que vous intéressiez à toutes ces disciplines de la course, mais que vous n'étiez pas contre, vous spécialisez dans l'une d'elles. Est-ce que vous ne pratiquez plus que le trail aujourd'hui, ou alors est-ce que vous avez tourné le dos au marathon, au cross ? J'aligne tous les 3 sports, mais je me suis plus spécialisé dans le trail en ce moment, car j'ai l'ambition d'essayer de faire une carrière dans ce sport, car je pense que j'ai les capacités et compétences à pouvoir évoluer dans ce domaine.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous passionne dans le trail, que vous ne trouvez pas, que vous ne trouvez pas dans les autres disciplines de la course? Oui, bien sûr. Donc, ce qui me passionne réellement dans ce sport, c'est la diversité, la variété et les changements d'allure, le dénivelé, les terrains techniques et les décors spectaculaires des montagnes, l'envergure, les terrains arides. Et je trouve ça fascinant de voir ce sport évoluer et grandir aussi au niveau des médias. On voit qu'il y a une plus grande importance dans ce sport et beaucoup de gens en pratiquent et aussi dans le respect de l'environnement. Je trouve que les coureurs de trail ont vraiment adopté et sont sensibles à la biodiversité et je trouve ça remarquable. Et donc courir dans nos différents terrains, je trouve ça également extraordinaire et spectaculaire. Alors, le trail est de plus en plus populaire et médiatisé. D'ailleurs, on entend derrière quelques supporters déjà. On compte environ 800 000 adeptes en France, rien que sur l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est une course mythique de 176 km au départ de Chamonix. Il y a rien que sur cette course-là, 2300 coureurs. Pourquoi ce sport plaît autant d'après vous? Est-ce que c'est le côté nature qui attire toutes les personnes à s'y mettre? Oui, bien sûr, oui, c'est ça. En effet, c'est le côté nature et également le côté dépassement de soi, atteindre ses limites. Et vraiment, c'est le challenge pour voir si le corps humain peut résister et survivre sur une distance extrêmement longue. Et voilà, faire face aux montagnes et à la nature. C'est vraiment extraordinaire et surtout qu'aujourd'hui, comme vous dites, c'est vraiment médiatisé et on a des innovations technologiques qui permettent de suivre les courses, notamment les drones. Et on voit vraiment des caméras tout au long de la course et il y a une telle ambiance, une atmosphère incroyable et on sent vraiment que les coureurs sont en connexion avec la nature. Et en osmose également, donc c'est assez incroyable. Moi je trouve que c'est extraordinaire de voir autant de spectateurs et de coureurs et beaucoup d'encouragement envers les coureurs qui nous donnent beaucoup de motivation afin de courir le plus vite possible. Une dernière question, est-ce que vous avez de nouveaux objectifs à venir dont vous aimeriez nous parler? J'ai plusieurs objectifs en tête. C'est de participer à une course très importante pour moi qui est en Nouvelle-Zélande, une course par UTMB de 50 km et faire le meilleur de moi-même et éventuellement finir dans le top 3 de cette course. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas Oscar Simonsen, coureur émérite, de nous avoir accordé cette interview et on vous souhaite évidemment bonne continuation dans vos aventures sportives. Merci. Je vous remercie infiniment. Culture, 4 ans après la dernière rencontre artistique entre Monaco et le Japon, la Principauté accueille de nombreux artistes et maisons d'art japonaises ce week-end pour une 15e édition. L'objectif étant de relancer cet échange culturel entre les deux pays, cette fois sur le thème des fleurs. Gaëtan Lebrun et Julien Logier. Du 1er au 3 novembre, l'auditorium Régnier 3 accueille la 15e rencontre artistique Monaco-Japon. L'objectif de cet événement, introduire la culture florale du Japon, ici à Monaco. Pour l'occasion, différentes activités comme une dégustation de thé matcha, un atelier de composition florale ou encore une cérémonie sur le port du kimono sont proposées dans un seul but, assurer un échange culturel entre monégasques et japonais. C'est intéressant d'ailleurs de voir
le contraste, où justement cette rencontre de l'art en Côte d'Azur, parce que c'est ça, c'est quand même des artistes de la Côte d'Azur, des artistes du soleil et des artistes japonais, c'est sublime de les voir cohabiter. Et à côté de cela, il y a aussi des ateliers autour de cérémonies donc plus traditionnelles qui donnent un aperçu de la culture. C'est un aperçu très orienté, mais un aperçu de la culture japonaise. Depuis 1997, la galerie d'art japonaise Reijin-sha, basée à Osaka, co-organise l'événement avec l'Association internationale des arts plastiques. Pour l'occasion, plusieurs dizaines d'artistes proposés par la galerie nippone étaient mis à l'honneur et avaient fait le déplacement en principauté afin d'échanger leurs techniques et leurs influences avec les artistes locaux. We are keeping this exhibition many years, since 1997. For 24 years, 27 years. Finally, 2020, we had this exhibition. After that, COVID-19, so we have to stop 3 years. And this is restart. So the purpose of this exhibition is only cultural exchange between Japan and Monaco. And we will bring a lot of Japanese works, and Monegasque people, a lot of works bring to here, and the cultural exchange, and very happy. Une 15e rencontre artistique réussie pour l'AYAP, qui aura su une nouvelle fois mettre en avant toutes les richesses que les deux cultures ont en commun et attirer plusieurs centaines d'amateurs d'art tout au long du week-end. Ça n'est pas encore Pâques, mais nous allons parler chocolat à présent. Je vous emmène à son fameux salon à Paris qui se tient depuis mercredi et jusqu'à demain. De nombreux chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs ou producteurs donnent rendez-vous aux amateurs de cette irrésistible sucrerie. Et parmi eux, il y a la meilleure chef pâtissière au monde, Nina Métayer, qui nous fait l'honneur d'être notre invitée ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation en marge de cet événement. Alors je le disais, vous avez été élue pâtissière mondiale en 2023, meilleure pâtissière du monde en 2024. Vous vivez de votre passion. En mai dernier, vous aviez même confectionné le dessert du dîner d'État de Xi Jinping, le président chinois, lors de sa visite au Palais de l'Élysée à Paris. Et en ce moment, on vous retrouve donc au Salon du chocolat. Alors ce n'est pas votre ingrédient de prédilection, mais c'est celui dont on va surtout parler aujourd'hui. Alors d'abord, quel est votre programme pendant cet événement? Qu'est-ce que vous allez y présenter? Alors, le Salon du chocolat, c'est un événement qui est très important pour nous. On l'adore, on prend beaucoup de plaisir. C'est le moment où les équipes aussi vont être mises en valeur. Elles vont pocher devant les gens, devant les clients. Elles vont montrer tout ce qu'elles font au quotidien au laboratoire. Et c'est l'occasion de partager aussi nos nouvelles collections de Noël. On va commencer à faire découvrir nos bûches de Noël, nos galettes des rois. Et c'est l'occasion aussi de faire une démonstration avec Jeffrey. Et donc là, on va montrer les techniques, on va partager nos petites techniques, on va partager tous nos petits secrets finalement. Et on va rencontrer aussi plein de gens parce que c'est l'occasion de signer, de faire des dédicaces, de faire des selfies, de rencontrer dans la vraie vie les gens qu'on voit à travers les réseaux et puis de se faire aussi des contacts par rapport à nos producteurs, nos artisans et puis d'autres professionnels. Le chocolat est un plaisir, pour beaucoup c'est surtout un péché mignon. Les Suisses en sont les premiers mangeurs avec 9 kilos engloutis par an et par habitant. Les Français arrivent en 10e position avec plus de 4 kilos consommés par an et par personne. Pourquoi est-ce qu'on fond autant pour cet ingrédient? Qu'est-ce qui le rend unique? Alors, le chocolat, c'est vraiment une matière que j'adore travailler. Le chocolat, c'est réconfortant. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe avec le chocolat, mais c'est un peu magique. Et déjà, je pense que c'est l'enfance, c'est les goûts de l'enfance. On a tous mangé du chocolat. Il y a ce côté sucré, ce côté réconfortant. Et puis, il y en a pour tous les goûts parce qu'il y a le chocolat noir qui est plein de bonnes choses, qui n'est pas trop sucré et qui est riche en magnésium. Et il y a aussi le côté très réconfortant du chocolat au lait ou même du chocolat blanc qu'on peut manger quand on est enfant. Et ça nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. Ça nous met dans un état de réconfort et de gourmandise. Vous l'avez dit, on sait que le chocolat noir est meilleur pour la santé, mais bon, c'est pas toujours le plus apprécié. Pour vous, quel est le meilleur équilibre pour en profiter sans culpabiliser? En fait, le plus équilibré, c'est un peu celui qu'on aime. Il faut se faire plaisir. Je pense que le plus important, il faut pas culpabiliser, il faut se faire plaisir, pas trop, évidemment, mais parfois, il faut aussi, pour pas culpabiliser, je m'en se faire plaisir de temps en temps. Par contre, quand on se fait plaisir, on y va et puis on profite vraiment du moment, on fait pas semblant. Le chocolat est aussi
Donc c'est un ingrédient, mais c'est aussi un matériau. Il y a 1000 façons artistiques de le travailler. Certains en font des sculptures, d'autres en font carrément des maisons. Au salon auquel vous participez, il y a même un défilé de robes en chocolat. Comment vous aimez le travailler, vous ? Alors, le chocolat, ce qui est magique, c'est qu'il y a ce tempérage, cette cristallisation où on peut finalement en faire les formes qu'on veut. On va pouvoir lui donner, le sculpter, on peut aussi le mouler, on peut faire des empreintes et en fait, c'est un matériau magique. Et ça se travaille, c'est brillant, c'est mat, c'est coloré. Moi, j'adore sculpter du chocolat. Notamment, une de nos bûches, c'est une bûche que je sculpte depuis quelques années. Donc, on va faire une vraie plume. Et ça peut se travailler aussi bien comme le bois. Ça peut se travailler aussi comme une sorte de peinture. Et c'est ça qui le rend magique, c'est que c'est à la fois beau et en même temps bon. Et ça sent bon en plus. On a envie de le manger quand on le sent. Alors, au-delà de l'aspect purement artistique, je voulais aussi ouvrir une petite parenthèse pour évoquer la crise que vit l'industrie du chocolat en ce moment. La valeur du cacao a explosé de 200% en un an, entre Pâques 2023 et Pâques 2024. Il devient plus rare et plus cher. Comment vous vous adaptez à cette évolution ? Alors oui, on a des contraintes qui sont plus les mêmes qu'avant. Maintenant, il faut que ce soit bien calculé. Il y a le coût de la matière première, mais il y a le coût du travail aussi. Et c'est vrai, ce qu'on n'imagine pas vraiment avec le chocolat, c'est aussi le temps de le travailler. Il faut cette cristallisation. Il faut le monter en température. Ensuite, il faut le redescendre. Ensuite, il y a ce travail du chocolatier qui demande des compétences, qui demande un savoir-faire. Et à ça s'ajoute le prix du chocolat. Mais je pense que quand on fait de la qualité, ça se valorise. C'est pour ça que finalement, cette hausse de prix du chocolat va mettre en valeur le bon chocolat. Et qu'il faut bien choisir son chocolat. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il faut se pencher sur d'où il provient, chez qui on l'achète, pourquoi il a ce prix-là. Et ça nous pousse à nous renseigner encore plus sur le choix de notre matière première pour avoir surtout une matière première de qualité qu'après on pourra valoriser. Donc la qualité est extrêmement importante, ce qui nous permet de valoriser après notre produit. Et puis une dernière question, quelle est la suite pour vous après ce salon Nina Métayer ? Quels sont vos projets ? Il y a plein de belles choses qui arrivent, beaucoup de beaux projets que je peux commencer à énoncer. Ça y est, je réalise enfin mon rêve. J'ai racheté ma boulangerie d'apprentissage à La Rochelle. Et donc, ça va ouvrir dans quelques jours, quelques semaines. On est en train de mettre en place les équipes. Ça va être 2 boulangeries, dont l'une où je me suis formée il y a 20 ans. Denis Baron qui m'a transmis sa passion pour le pain au départ. Et maintenant, je vais être propriétaire de cette incroyable boulangerie. Et une équipe qui s'agrandit, des clients qui vont être plus nombreux. Et on va continuer à faire des bonnes choses qu'on va essayer de partager au maximum, surtout de la douceur et de la gourmandise. Et on vous en félicite pour ce parcours. Merci beaucoup Nina Métayer, chef pâtissière émérite, de nous avoir honoré de votre présence en marge du Salon du Chocolat qui se tient, je le rappelle, jusqu'à demain, porte de Versailles à Paris. Et on compte sur vous pour nous rendre visite au plus vite. On a hâte de goûter à vos préparations. Merci à vous. Toujours en culture, voici maintenant une exposition d'un nouveau genre. Toutes les photos que vous allez voir ont été générées par l'intelligence artificielle. Elles sont affichées dans la Galerie des Pêcheurs et visent à sensibiliser au gaspillage alimentaire à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets. C'est une idée du photographe Jean-Pierre de Bernardi. Il était au micro de Sarah Nkari avec les moyens techniques de Julien Logier. Il y a la direction de l'environnement qui m'a demandé de faire des photos très jolies de déchets. Alors j'étais un peu surpris au départ, j'ai essayé de faire un peu des photos, mais j'avoue que c'était extrêmement compliqué. Alors, comme je maîtrise bien les IA, j'ai proposé à Valérie Davenet, qui est la directrice de l'environnement, de faire des photos à partir de mon intelligence artificielle que j'utilise, qui est Firefly. En fait, on écrit des prompts. Et ces prompts, c'est un petit texte en français, en langage plus ou moins naturel, puisque je simplifie, et qui décrit ce que j'ai dans la tête. Et ensuite, par processus itératif, Firefly me propose différentes photos et que je reprends pour essayer de caler le plus possible par rapport à l'idée que j'ai au départ. Partons maintenant rejoindre Émilie Rousseau sur le port Hercule où se déroule actuellement la foire attraction. Un événement comme toujours très attendu par les petits comme les grands et que nous avons souhaité remettre en lumière ce soir. Bonsoir Émilie, la fête bat son plein derrière vous.
Oui, comme chaque année à la même époque, de nombreux visiteurs sont venus ici à la foire attraction à la recherche de sensations fortes ou tout simplement pour une pause gourmande. Avec Camille Caloni et Alexandre Gougassian, nous sommes allés à leur rencontre et nous avons aussi recueilli le témoignage des forains pour connaître la raison de ce succès. C'est le rendez-vous familial par excellence, celui où l'on rit, on crie, on s'amuse et où l'on passe du bon temps. Et ce n'est pas les jeunes qui nous diront le contraire. La foire, c'est quelque chose où on doit s'amuser et en plus ça tombe pendant les vacances, donc on peut venir souvent. C'est là où on passe du temps avec les amis, là où on recherche des attractions à sensations fortes et où on peut gagner des choses. C'est incroyable, j'adore, c'est trop cool. People having fun, screaming the whole time and just having fun here. Pour moi la foire, franchement c'est un truc où on s'amuse, en plus on est jeune, on peut faire plein de manèges. Franchement, j'aime trop la foire. Moi, j'ai gagné ma peluche de l'OM et je suis content, je suis trop fière. Un enthousiasme débordant que les forains prennent comme une marque de reconnaissance. Certains d'entre eux viennent en principauté depuis des dizaines d'années. Ils ont vu grandir cette génération qui vient aujourd'hui, avec ses propres enfants, profiter des manèges et autres plaisirs sucrés. Pour nous, de revenir à Monaco chaque année, c'est un privilège, d'une part. On est tellement habitué d'être accueillis, tellement gentiment, agréablement. Et vous savez, la foire, c'est le moment le plus festif de l'année pour les enfants. Ils trépignent d'impatience, de joie, de sensation, de venir pendant un mois, profiter de tous les manèges et des confiseries qu'on a ici. Et pour profiter pleinement de cet événement, la mairie de Monaco, organisatrice de la foire attraction, est très vigilante sur la sécurité. On vérifie que tous les manèges, tous les stands soient bien contrôlés, bien assurés, que tout a été fait dans les règles de l'art pour assurer la sécurité des participants. Et après, sur le site, on s'assure également, avec des contrôles aux entrées, qu'il n'y a personne qui va représenter un risque pour les autres, ou en tout cas un minimum de risque. Près de 80 stands composent la foire attraction cette année, avec quelques nouveautés et le retour de manèges phares. Si certains s'amusent, d'autres préfèrent regarder au loin. Est-ce que vous seriez capable de faire ce genre d'attraction aujourd'hui? Non. Définitivement non. Mais nous avons quand même trouvé des téméraires, à l'image de Thierry, qui sait mesurer au Stargate, un cylindre qui utilise la force centrifuge et qui offre des sensations uniques. C'était comment? C'était extraordinaire, c'était une sensation qu'on ne connaissait pas. Suspendu comme ça, accroché à un mur, jamais fait. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce manège? On a vu que ça tournait vite, on s'est dit, au lieu de boire un coup, on va faire un tour de manège. Voilà, c'est tout, mais c'était extraordinaire. Nathan, lui, est un habitué des lieux. Il a choisi le Pulsion, situé sur la darse sud du port Hercule, pour faire le plein de sensations. C'est parti, chaque année, je le fais. C'est amusant. Habituellement, je le fais avec des amis. Là, ils sont partis. Sinon, ça va. Confiant. On te laisse monter et on recueille ton témoignage après, d'accord? Alors, c'est un genre d'éolienne. Quand on le voit tourner, un petit peu comme une hélice, il fait 45 mètres de haut. Il tourne à peu près à 13 tours minute. Ça fait 21 mètres secondes. Il y a 5 G positifs, 1 G négatif. Il y a une belle sensation qui ne rend pas malade normalement. C'est en effet l'effet inverse que l'on voit sur le visage de Nathan à la sortie de l'attraction. Nathan, on t'a vu très à l'aise, hein? Ouais, ça va, j'ai l'habitude, ça fait 2-3 ans que je le fais un peu tout le temps. C'est une belle attraction parce qu'on voit la vue. À chaque fois qu'on est à l'arrêt, à la fin, on profite. C'est que du plaisir l'attraction. Raconte-nous un petit peu les sensations qu'on a. La première fois qu'on le fait, souvent on ressent des picotements. C'est un peu normal, puis on nous stresse un peu et là, après on prend l'habitude. C'est marrant quoi. Entre amis ou en famille, la foire attraction reste un moment convivial, un retour en enfance pour certains, le plein de souvenirs pour d'autres. C'était très bien, oui. Il fallait quand même les accompagner, ça bouge beaucoup. Et puis là-bas dans le tunnel, il se renverse un petit peu, alors c'est impressionnant pour elle. Mais c'était très bien. La foire attraction, c'est également les stands gourmands, des incontournables auxquels nous n'avons pas pu résister. C'est un passage obligatoire, la gaufre, pour vous? Bien sûr. Elle connaît, elle vient depuis qu'elle est toute petite. Moi, je découvre, mais c'est toujours délicieux, quoi. Ah oui, c'est le passage obligatoire de prendre la gaufre avec le Nutella. C'est obligé. Et la chantilly. Et la chantilly.
La maison Rodi s'installe chaque automne à Monaco et ce depuis plus de 40 ans. Elle ravit les papilles des clients et a même inscrit à sa carte la gaufre de Monaco aux couleurs de la principauté. Mais ce n'est pas la seule saveur proposée. Il y a plusieurs parfums, le chocolat, la crème au citron, c'est moi qui l'a fait. Ça plaît beaucoup. Le chocolat maison est indétrônable, c'est celui de ma grand-mère. Ça marche très bien, ouais. À quelques pas de là, une autre maison familiale présente à la foire attraction depuis 74 ans, le stand Michel qui propose sa spécialité. C'est le chichi, le beignet marseillais. C'est un beignet au sucre qu'on peut fourrer au Nutella ou alors avec des véritables rondelles de pommes. Le chichi ici est cuisiné en direct devant vos yeux, 2 minutes 50 de cuisson pour que la pomme soit saisie à l'intérieur du beignet. Et voilà. Nous, on n'a pas été très courageux pour faire les manèges, mais par contre, l'appel de l'estomac a eu raison de nous. Voilà, et quoi de mieux pour en profiter que du beau temps. On y a droit depuis plusieurs jours maintenant, et bonne nouvelle, je crois que ça va se maintenir. Bonsoir Sarah Inkari. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Il fait définitivement bon vivre sur la Côte d'Azur cet automne et demain la journée sera tout aussi lumineuse et douce. Pas un nuage dans le ciel et le mercure atteindra à l'ombre 19 degrés. De quoi profiter pleinement de la fin de ce long week-end de la Toussaint à l'extérieur. Et puis pensez-y, nous fêterons ce dimanche la Saint-Hubert. Merci Sarah, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte comme chaque jour sur les clichés marquants de nos photographes. Ce soir, il s'agit des images de la rencontre Monaco-Angers d'hier soir au stade Louis II, capturées par Manuel Vitali. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. À demain.